mon intervention, c'est plus de réfléchir à ces pratiques et de les interroger du point de vue de l'intérêt qu'elles peuvent avoir à l'école et du rapport que peuvent avoir donc les pratiques sociales avec les pratiques scolaires. J'interviens avec trois casquettes, on pourrait dire. La première, c'est effectivement d'être adhérent de la EPS, comme a dit Stéphane. En même temps, je coordonne le groupe CEDREPS, que certains connaissent peut-être, c'est un groupe ressources de l'association. Et puis, bon, pendant quelques années, une dizaine d'années, je travaillais auprès des groupes, j'appelle ça GTD à l'époque, travaillé sur les programmes collège, puis programmes lycée. J'ai mis ancien expert, je ne suis plus du tout dans cette mouvance-là. Les derniers programmes, je n'ai tout participé à ça. Et puis, occasionnellement, je suis allé faire ça. Donc mon idée, c'est vraiment d'interroger nos pratiques aujourd'hui avec un double éclairage. À la fois une forte préoccupation scolaire, mais en même temps, vous allez voir que je ne vais pas arrêter de réfléchir à l'approche culturelle. Alors on a tendance, les gens du CEDREPS, à les cataloguer en culturalistes un peu radicaux. J'espère qu'en sortant de cet amphi, vous aurez l'impression. Pour organiser la présentation, je suis un petit peu d'accord avec Stéphane, aussi avec l'idée de pouvoir mettre à disposition les vidéos sur le site. C'est ce qu'on a fait, nous, par exemple, pour les dernières journées d'études qu'on a organisées du CEDREPS sur nous. Je suis parti de 5 questions. Le format, c'est que je vais présenter une réflexion à partir de chacune des questions. Et puis, à l'issue de chacune de ces questions, il y aura un temps d'échange, de débat. La première question, effectivement, c'est la question de est-ce que les élèves vivent de l'escalade en milieu scolaire? Ce que Maurice Porte avait appelé une tranche de vie de l'entrepreneur quand il avait écrit son article. Mais c'est cette question-là. Et vraiment, je pense qu'elle interroge les grimpeurs aujourd'hui. Deuxième point, je ferai un petit détour, mais qui n'est pas anodin quand même, c'est la question de la sécurité. Alors, ces questions aussi, elles sont ancrées sur des suggestions de la part de Stéphane ou de ses collègues des attentes. Donc, comment on peut aborder cette question de l'éducation à la sécurité en escalade ou par l'escalade, avec à chaque fois une interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans la pédagogie du respect des règles, il faut absolument que les élèves respectent les règles de sécurité, ou est-ce qu'on va essayer d'aller plutôt vers une pédagogie de l'incident, un peu comme ça se pratique dans certaines fédérations. Et puis, mon troisième gros volet qui n'est pas simple du tout, c'est la lecture de la motricité du grimpeur. Il y a une absence assez criante de documents là-dessus. Même moi, quand je fais la préparation à l'épreuve de spécialité de l'oral pro, de la vague externe en escalade, on s'aperçoit que si on veut faire le tour des éléments théoriques, il n'y en a pas beaucoup. Alors soit c'est parce que les grimpeurs ne sont pas assez intelligents pour réfléchir sur leur pratique, dans l'hypothèse, ou soit c'est un peu compliqué à essayer de trouver des choses pour réfléchir et modéliser cette pratique. Et je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Ensuite, quatrième question qui me paraît centrale pour le développement d'une pratique de l'escalade, authentique ou réel, c'est la question des voies, des traçages de voies, des ouvertures, qui est une question centrale. Et j'essaierai de l'appréhender avec l'angle d'attaque que j'ai toujours eu depuis que je travaille sur les activités de code nature, c'est-à-dire un angle d'attaque de non-spécialiste. On dit, je dirais tout à l'heure, c'est comment tracer des voies quand on n'est pas grimpeur. Ça, c'est une vraie question scolaire. Par contre, si on est grimpeur et qu'on c'est sa passion, c'est vrai qu'on ne regarde pas, on va passer des heures à ouvrir, on va venir le dimanche, c'est pas un problème. Mais pas comme ça que l'escalade scolaire peut être pensée. Donc, j'essaierai, avec forcément des limites, de penser à ça. Et puis, en même temps, je mènerai une petite réflexion sur ce côté un peu numérique, cette digitalisation, j'allais dire des cotations en escalade. Et dernière question, c'est la question des formes de pratique scolaire. Vous savez, si vous lisez un petit peu le CEDREPS, vous savez que c'est un peu une de nos notions centrales. On va organiser les journées d'études autour de ça. J'essaierai d'illustrer un petit peu ce que ça recouvre une forme de pratique scolaire, parce que souvent, c'est pas très bien compris.
mélange un petit peu tout là-dedans. Donc j'essaierai de donner quelques pistes là-dessus. Et puis en dernier, j'ai encore le du temps, j'essaierai d'articuler ça un peu avec les textes. Voir comment ce que je propose s'articule un petit peu, beaucoup par certains endroits. Donc première question, qui est la question de la CP2, c'est quoi? Donc surprendre, niveler, se déplacer en s'adaptant à des environnements variés, certains. On s'aperçoit là déjà que rien que dans le nivelé, il y a plein de mots qui ne sont pas faciles à définir, mais on va prendre le contraire, on va partir du concret. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu ce qui se passe, si je suis en course d'orientation, le problème de la course d'orientation, j'ai un peu travaillé aussi, le problème des élèves, c'est qu'ils doivent faire de la CO dans un endroit connu. Donc toute la représentation qu'on a de la pratique sociale, elle vient complètement percuter la pratique scolaire. Ça c'est... Et quid des lignes aussi, vous voyez sur les textes, par exemple, des lignes, j'en ai écrit aussi. À l'époque, je dis qu'il faut suivre des lignes, tout ça. Mais quand vous êtes dans un parc, il n'y a pas de ligne, vous voyez loin, vous percevez que c'est une autre construction. On travaille actuellement avec un étudiant là-dessus, sur les constructions de l'espace qui dépendent effectivement de la nature de l'espace dans lequel on est. Donc on s'aperçoit que d'entrée de jeu, les conditions scolaires dans lesquelles on va mettre les élèves vont quasiment s'opposer aux conditions de la pratique sociale prise pour référence. En escalade, on peut faire à peu près la même chose. Alors j'ai mis les postes, oui, parce qu'on se focalise sur les postes, où on les met, voilà. Alors que, bon, si je revenais expliquer de la transformation, je vous dirais que ce n'est pas les postes qui sont importants, c'est ce qui se passe entre les postes. De la même manière qu'en escalade, ce n'est pas les prises qui sont importantes, c'est la relation entre les prises. En escalade, on a un peu la même chose. Bon, la plupart des profs ne peuvent pas toucher au mur, parce que c'est souvent un mur qui est géré par les clubs. Ils peuvent, s'ils ne sont pas grimpeurs, ils ne vont pas ouvrir, donc ils ont un mur qui reste fixe, la plupart du temps. Et du coup, où est l'incertitude, où est la variation, on s'aperçoit que rapidement, on est dans un espace qui devient très familier. Et donc, quid de la lecture, quid de l'adaptation, on se demande si on est encore dans la CP2. Les élèves travaillent leur boîte pendant plusieurs semaines de suite. Et quelquefois, ils retrouvent, même dans des salles d'escalade, on retrouve des voies qui ne changent pas d'une année sur l'autre parce que c'est super difficile de changer les voies sur un mur. Et on est focalisé sur les prises de couleur. C'est vraiment, on grimpe à la couleur. C'est, entre guillemets, culturellement ancré. Vous verrez que par rapport à ça, je bouscule un petit peu. Donc là, je reprendrai une formulation de mon copain Alain Coston et puis Jean-Luc Badi. Un premier parti pris qui est là, c'est que je pense que si on fait vivre la forme de l'escalade, ou la forme de la présentation, mais on pourrait prendre d'autres activités, à coup sûr, on perd le fond de l'activité. Compte tenu des conditions scolaires dans lesquelles on est amené à enseigner. C'est moins vrai si je discutais du tennis de table. Parce qu'effectivement, les tables, qu'elles soient à l'intérieur de l'enceinte d'un club, qu'elles soient à l'intérieur du gymnase de l'établissement, on ne change pas fondamentalement le contexte. Par contre, entre faire de la CO dans un square connu et puis l'escalade sur des voies qui sont connues, là on change beaucoup de choses. Et donc le parti pris sur lequel on fonde pas mal notre réflexion, c'est qu'effectivement, vivre la culture, c'est pas vivre les pratiques sociales, et j'espère que j'arriverai à vous convaincre. Donc les traits importants des activités de pleine nature. La première chose, c'est les traits, c'est les caractéristiques que je peux observer. Le déplacement. Premier point. Donc forcément avec ou sans l'engin, pour nous ça sera sans. Le deuxième point, c'est la variabilité des éléments. Alors j'insiste un peu sur la variabilité, parce que ce sont une question que je pose aux étudiants, une mauvaise question pour eux. Je leur demande qu'est-ce qui est incertain dans un mur d'escalade, dans la mesure où les prises ne bougent pas. D'où vient l'incertitude? Le milieu est stable, on pourrait dire. Il n'y
qui bouge, sauf si vous dévissez les prises, donc je suis pas gentil. Donc, c'est pas évident d'où vient l'incertitude. L'incertitude, elle vient effectivement de l'interprétation qu'on va donner à la géométrie des prises, aux formes des prises, au cheminement. Donc, l'incertitude est franchement du côté du sujet. Par contre, la caractéristique de l'escalade, c'est qu'effectivement, si vous faites 1 mètre d'escalade, vous allez avoir des prises, et le mètre suivant, les prises, elles sont différentes. Elles sont orientées de la même manière, peut-être ne seraient pas dans le même volume. Donc en fait, c'est cette variation dans l'espace qui crée une incertitude d'interprétation pour vous. C'est pour ça que je préfère le terme de variabilité. Et la variabilité, pour nous, c'est des éléments, des formes, des énergies. Si vous faites du kayak en eau vive, à ce moment-là, la variabilité, elle se décline à la fois dans l'espace et dans le temps. Parce que si vous restez au même endroit, ceux qui font tous les sports de glisse sont aussi interpellés par cette question du timing. En escalade, on l'est un petit peu moins quand même. On peut rester en position pour pouvoir lire un petit peu en kayak, c'est plus difficile si vous êtes au courant. Il va y avoir du mal. Et troisième caractéristique qui vient tout droit de l'approche de Bernard Jeu. Alors je sais que Bernard Jeu, c'est plus un auteur qui est trop à la mode en STAPS, mais ça vaut le coup de faire un petit détour par lui. C'est cette idée de risque délibérément affronté. Les pratiquants de pleine nature ne sont pas des suicidaires. Ils vont délibérément affronter des risques. Et forcément, moi c'est ce que j'avais écrit il y a quelques années, sur quelles étaient les 3 caractéristiques fondamentales du sport de pleine nature. Donc bien évidemment, on peut les décliner assez facilement en escalade. Et de l'autre côté, c'est des conséquences sur l'activité motrice. Donc on a un côté créer des appuis, saisir d'énergie, l'utiliser de manière assez efficace pour son déplacement. De l'autre côté, on a en relation avec la variation du milieu, on a effectivement la nécessité de lire ce milieu, de décider un projet d'action de déplacement. Alors, sans avoir une approche cognitiviste, c'est pas, on dit, je suis beaucoup, moi, sur les aspects sensoriels. On réagit, on sent le milieu. Et puis, la dialectique qu'avait très bien positionné Bernard Jeu, c'est oser rentrer dans le milieu et puis espérer en sortir un indemne. On s'engage, et si on va avoir moyen de sortir de ce milieu, c'est effectivement avoir assez d'autonomie pour sortir de ce milieu. Si on pousse un petit peu plus loin la réflexion sur la notion de culture, dans un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans la cahier du CEDRAX, Thierry Tribala expliquait que l'ensemble des pratiques de référence qu'on utilise dans la culture des pratiques sportives pouvait prendre un peu l'image de 3 mondes qui s'interpénétraient. Ce qu'il appelait le monde de l'art, qui renvoie, alors j'ai écrit un petit peu à ma sauce, une chose, c'est le monde du beau, même si c'est pas ça, ça serait pas ça. Le monde du sport qui est le monde du plus, le monde de la condition physique. Et la question qu'on va essayer de se poser, c'est quel est le regard, comment on crée ce lien, même pas une question de regard, c'est quel lien on crée pour que à l'école, les élèves puissent appréhender ces 3 mondes. Alors, juste pour expliquer un petit peu la pertinence de cette approche des 3 mondes, sur ce qu'on appelle la CP5, c'est quasiment un des problèmes clés qu'on a. Si on aborde la CP5 avec le monde du sport dans la tête, c'est dans le monde du plus, on est à côté de la logique de la CP5. Donc ces mondes, c'est pas uniquement des pratiques, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des états d'esprit, c'est aussi des éthiques. C'est pour ça que le terme monde est important. Alors je pense que le monde du plein air aurait pu être un 4e monde, mais bon, à mon avis, il a raté un rendez-vous. Et je me mets un peu co-responsable dans cette histoire. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on a commencé à essayer de faire rentrer les activités plein air dans l'école, eh bien, elles y ont un peu perdu pas mal de choses. Elles se sont sportivisées beaucoup. Si on regarde ce qui se passe, le monde du plein air à l'origine était un monde, originellement, dans les années 50, pour se créer le plein air, il se crée dans une. Au sein du ministère Jeunesse et Sport, il se crée dans une direction différente de celle des sports. Il n'est pas rattaché au sport, il est rattaché à l'éducation populaire. Donc, originellement, le plein air est rattaché à cette lignée-là et non pas rattaché à la lignée sportive.
Alors, pour essayer de creuser un petit peu ce qui pourrait constituer le fond culturel, avec un S, de l'activité escalade, je reprendrai un travail d'Alain et de Jean-Luc, écrit en 2007. C'est pas facile cette question parce qu'on trouve beaucoup de gens qui parlent du fond culturel, d'une approche anthropo, technique, mais une fois qu'on creuse derrière ça, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, le modèle vaut ce qu'il vaut, mais il est quand même pas mal pour éclairer cette notion de fond culturel. Alors, Alain et puis Jean-Luc, ils apprennent la notion de fond culturel de manière comme un triptyque, un trépied, organisé autour de 3 pôles. Le premier, c'est sur les mobiles organisant le projet du pratiquant. C'est pas les modes d'entrée, c'est pas les motivations, c'est les mobiles fondamentaux qui organisent le pratiquant. Ça renvoie à la dimension de l'épreuve chez Bernard Jeunet, c'est-à-dire le défi aux éléments. Alors soit, je ne sais pas si vous connaissez bien sa classification, ça renvoie à l'épreuve, et dedans il y a une catégorie A et une catégorie B. Ça renvoie à la catégorie A et B. C'est ce côté mobile fondamental, donc la dimension émotionnelle, on pourrait dire, de l'activité. L'autre pied sur lequel s'articule ce modèle, c'est les grands principes de motricité qui organisent l'APSA. Et puis, troisième dimension qui est souvent oubliée un petit peu, ou qui n'est pas oubliée, mais qui n'est pas toujours mise en avant, c'est que les activités physiques créent des environnements sociaux qui organisent ce qu'ils appellent un rapport structurant à l'autre. Je différencie toujours l'observateur de l'arbitre. L'arbitre, il est dans le rapport structurant à l'activité. L'observateur, il n'y est pas. C'est quelqu'un que vous mettez en plus pour... c'est pas inintéressant ce qu'il fait, c'est pas ce que je dis. Mais il ne fait pas partie de ce type de... Alors en escalade, ça donnerait quoi? Si on va du côté des mobiles, je vous l'ai dit, ça renvoie à la notion d'épreuve en escalade, on pourrait l'écrire comme ça. Alors bon, on ne va pas entamer une discussion très longue sur l'histoire de l'escalade, mais après pas mal d'années, j'en suis arrivé à cette idée-là quand je présente en N1. Je dis l'escalade, c'est une tension entre deux excellences, en fait. Une excellence de la maîtrise du corps dans l'espace. C'est ce qu'on va retrouver de manière très très forte dans le bloc, complète de bloc, avec un environnement dans lequel on peut aller aux limites de ce qu'on peut faire. Et de l'autre côté, on va avoir une excellence de la maîtrise de soi. Alors ça renvoie, je vais prendre des gens qui font des voix en solo par exemple, où là, la question, elle est énormément sur la maîtrise de soi. Et on pourrait placer les pratiques d'escalade dans ce continuum. Même, personnellement, au cours de ma vie, j'ai bougé dans ce continuum. J'aimais beaucoup grimper, exploser. Je grimpe moins, et le fait de grimper en SAE à Nantes et très loin des falaises fait que je ne suis plus du tout dans cette logique-là. Donc on bouge, mais c'est une tension très forte qu'on retrouve. Maîtrise de soi, excellence, geste. Alors chacun y met son équilibre. Du point de vue de la motricité, avoir des pieds comme des mains, ça c'est important. C'est pas facile. Reconstruire la perception de la verticale. Et puis, se coupler à un environnement. Voilà. Pour réaliser un déplacement du corps. Mais les deux premiers points, avoir des pieds comme des mains, et reconstruire la perception de la verticale, pour moi, si j'avais à résumer l'escalade, du point de vue de l'escalade forte, la motricité, ça s'arrêterait là. Et puis le rapport structurant à l'autre, il y a deux volets, même presque trois. Il y a le 1 et le 2. Il y a la question du rapport à la sécurité au matériel, et qui va avec le risque qu'on va assumer et qu'on va partager avec l'autre et qu'on oublie assez souvent, surtout maintenant avec les formes de pratique où l'assureur il est en bas, il est confortablement sur les tapis,
question de la co-implication. Vous verrez demain matin, ceux qui seront là, je vous accrocherai avec des vaches, ne serait-ce qu'au premier point. Et ça change tout. Si l'assureur est accroché au premier point, ou si l'assureur il est, au lieu d'être les deux pieds sur le tapis, il est sur une chaise ou sur une table à côté, ça change complètement la nature du rapport entre le grimpeur et l'assureur. Là, on est sur quelque chose de partagé. Et puis, bon, en escalade, c'en est plein. Il y a une éthique du grimper, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez connu que l'escalade libre, c'est-à-dire une forme d'escalade qui vous paraît réglementée, on ne discute pas des règles du jeu, mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, que ça continue à débattre sur les règles, et derrière c'est une éthique qui est en débat. Donc il y a aussi, aujourd'hui, hier on posait une question à un étudiant sur l'oral 3 sur cette question-là des règles du jeu, quoi. Si aujourd'hui la question des ressources énergétiques est devenue importante en escalade, c'est parce qu'on se fixe comme règle d'enchaîner. Il suffirait de changer la règle pour réussir une voie, vous avez le droit de ne pas enchaîner, on change complètement la nature, la manière dont vous mobilisez vos ressources, vous pouvez vous arrêter. C'était le cas avant. Donc la question des règles du jeu, du grimper, fait partie de cette structuration sociale. Il faut se mettre d'accord sur les règles du jeu. Hein, vous voyez bien, même entre élèves ou entre grimpeurs, tu as le droit à celle-là, tu n'as le droit à celle-ci. Implicite. Explicitement, il faut se mettre sur la règle du jeu. D'accord sur la règle du jeu. Donc, si j'avais à asseoir un fond culturel d'activité, je le mettrais là-dessus. La question des mobiles qui pourraient organiser l'activité du grimpeur. Alors, on a actuellement, je dirais, un pôle très fort où on voit l'activité escalade devenir presque ce que Droyer à une époque appelait la gym verticale. C'est-à-dire où, si on met les trois piliers, ce qui va être mis en tension de manière très forte, c'est une logique d'excellence de la maîtrise gestuelle avec tout, j'ai mis à droite, tout ce qui relève de construction, de coordination, de motricité de plus en plus fine. On peut avoir une entrée comme ça, c'est-à-dire que ce qui va motiver votre entrée dans l'escalade et les émotions, le plaisir qui est généré par cette activité, ça va être là-dessus. On pourrait aussi imaginer une entrée qui soit davantage, alors je vais essayer de trouver des mots, c'est nouveau ça, je ne l'ai pas écrit nulle part. Il y a une sorte. Le vertige. Alors ça fait plusieurs années qu'avec mes étudiants de L2, je fais ça, je fais des cycles qu'on faisait dans le temps, dans les années 70, 80, on faisait des cycles de manip de corps, parce que c'est très important. Et donc maintenant je fais des cycles de manip de corps. Et donc dans ce cycle-là, la difficulté de la voix n'a aucune importance. Tout est autorisé. Regarde. Donc c'est vraiment un choix sur qu'est-ce qui m'intéresse. C'est effectivement le rapport à l'espace, la hauteur, le vertige, et cette lucidité qu'on devrait avoir. Donc j'ai une entrée qui, si on la relie, est davantage ancrée sur la maîtrise de soi en situation haute, et en même temps sur la confiance raisonnée dans l'autre et dans le matériel, et aussi assumer, partager. Et puis, une troisième entrée, troisième mobile des pratiquants d'escalade, pour revenir sur ces mobiles, ça serait une entrée que j'ai appelée aventure. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être autour de la maîtrise du trajet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu. Or que maintenant, on voit les ouvertures des nouvelles voies où quasiment il n'y a plus de prise, il n'y a plus que des volumes, des choses comme ça, se repose la question du trajet du corps dans l'espace. Et si on regarde le milieu scolaire, eh bien, tu suis les rouges, tu suis les verts, tu suis les bleus. Mais quelle impression j'ai déjà de l'itinéraire? Des fois, c'est même difficile à lire, parce que comme les couleurs se superposent, on perd cette notion-là. Et donc,
L'autre entrée, c'est ce qu'on retrouve pour ceux qui vont faire un peu d'escalade en milieu naturel, pas avec une logique de vouloir mettre des croix sur des cotations, mais avec une logique de vouloir se déplacer dans un espace vertical. Alors on peut faire ça sur des voies un petit peu plus longues. Et bien on va retrouver cette question du trajet, avec cette aventure, à la mesure où vous allez dans un espace où, a priori, le trajet, il n'est pas prédéfini par des couleurs de flèches. Donc ça, c'est 3 entrées fortes. Si à la question de tout à l'heure, quelles escalades en milieu scolaire, aujourd'hui je répondrai ça. En tout cas, je proposais 3 escalades différentes, radicalement différentes. Donc, du point de vue des émotions, du point de vue des contenus d'enseignement, du point de vue des modalités d'évaluation. Conséquence pour enseigner l'éducation physique de cette approche culturelle de l'escalade, c'est qu'en fait, l'option qu'on défend au CEDREF, c'est de dire il y a 3 tranches de vie à vivre. Or, actuellement, dans toutes les AQS, quasiment, on fait vivre quelque chose qui est un tout. On ne veut pas, c'est la deuxième partie pris que je redonnerai tout à l'heure, c'est l'idée on ne veut rien lâcher en EPS, on veut aussi qu'il sache assurer, mais aussi on veut qu'il sache mobiliser le train inférieur, coordonner, être fluide, mais en même temps on veut qu'il sache faire un projet de voie et qu'il sache pouvoir décoller avant une voie. Alors c'est injouable sauf s'ils ont fait l'état et l'état de foi. Avec des grimpeurs qui sont dans le 6, on a du mal. Alors, avec des scolaires. Donc, on a d'un côté, c'est un peu la réflexion, l'état de la réflexion, j'en fais aujourd'hui 3 modules possibles, hein, que j'ai essayé de contracter sur des mots qui sont discutables. Hein. Ça, je suis d'accord. Mais sur le fond, non. Sur l'expression, les 2 principes que j'avais mis tout à l'heure, reconstruire la perception de la verticale et s'adapter aux contraintes sur un itinéraire, sous-entendu que la reconstruction de la verticale se fait à l'aide de pieds qui agissent comme des mains. Si je voulais faire vraiment un concentré de qu'est-ce qu'on va travailler en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on va garder, eh bien, le fond culturel, ça serait celui-ci, effectivement, une éthique dans le rapport à l'autre et aux règles du jeu. Et on verra tout à l'heure que pour moi, ça va déboucher sur 3 formes de pratiques scolaires différentes. Donc il faut arrêter, c'est un petit peu le travers, enfin, logique, hein. Dans la démarche du CEDREF, d'ailleurs, là, des fois on débat entre nous là-dessus, en disant qu'il n'y a pas une seule forme de pratique scolaire. Non. D'une pratique sociale prise comme référence. Il faut voir, c'est sûr que si je menais une activité comme celle-ci de réflexion sur le tennis de table, qui est une autre activité dont j'étais optionnaire quand j'étais au CREPS, je ne déboucherai pas sur autant de diversité. Donc les choses ne sont pas toutes égales. Et puis on verra qu'on peut aussi y greffer 3 fils rouges, ce que je vous proposerai demain, plutôt dans l'après-midi, d'essayer de vivre. Un petit rappel pour vous dire que ces choses-là, elles ne sont pas venues du jour au lendemain. Lorsque j'étais expert sur le GTD lycée, on avait une réflexion sur les programmes. J'avais écrit un article dans la revue Hyper, ça doit être 99. Et à la fin de l'article, il y avait ça. C'est-à-dire que la question que vous avez posée Gilles Plein à l'époque, c'était qu'est-ce qui est intéressant de faire vivre aux lycéens au lycée, comme activité. Et donc on partait, non pas d'une posture dogmatique des programmes, sur cette qualité de l'UPS idéale, on partait des lycéens. Vous avez fait faire une bascule en fait. À l'époque, c'était les travaux doublés sur les lycéens, c'était très. On commençait à avoir des données sur les élèves. Et j'avais matérialisé ça comme ça en disant qu'un lycéen, il est tendu, il a 2 tensions en fait. Reprendre des travaux, c'est pas moi qui dis ça. D'un côté, il est plutôt dans une logique de coopération et de fusion, hein,
Et de l'autre côté, effectivement, il doit en faire avec. C'est une logique de pair. Et puis, en même temps, il peut être dans l'opposition. Vous connaissez bien ça, maintenant qu'on est parents. Enfin, que je suis parent. De l'autre côté, le lycée, c'était un moment de passage entre une culture juvénile et une culture adulte. Et à l'époque, avec la réflexion que j'avais sur les programmes, qui est très proche de celle que je livre actuellement, moins claire, je dirais, moins spécifique sur l'escalade, et plus sur les activités de pleine nature, j'avais positionné des styles en disant, à l'époque, on parlait de modalité de pratique. Je disais, tiens, ça pourrait être intéressant au lycée de dire, voilà, il y a une modalité de pratique, les escalades sont plutôt sportives. À côté de ça, on pouvait mettre la randonneur. Quelqu'un qui n'est pas préoccupé par la difficulté, mais plutôt préoccupé par l'autonomie, en déplacement. Là, vous voyez, culture juvénile, on est plutôt sur le raid. Et j'avais mis 4. Le fun, ça renvoyait à des choses qu'on avait fait après autour de la danse escalade, utiliser l'escalade avec d'autres pratiques. Couplé. C'est vrai qu'on rentre quelques établissements scolaires où il y a un croisement en même temps d'une outil pédagogique entre un danseur ou une danseuse et puis un grimpeur ou une grimpeuse. C'est très rare. Mais on avait déjà à la base, je veux dire que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est déjà écrit quelque part en filigrane dans ces docs d'accompagnement, enfin, dans cet article et derrière dans les docs d'accompagnement que j'avais écrits. Donc c'est le cheminement en fait. Au travers de ça, c'est aussi le cheminement de la profession, quoi. Parce que je suis pas. Il y en a d'autres dans d'autres activités qui cheminent comme moi, qui font bouger, qui ont une réflexion qui avance. D'ailleurs, ces temps-là, c'est des moments que j'affectionne aussi particulièrement parce que c'est des moments où ça m'amuse de travailler. Donc je vous remercie. Voilà, c'est la fin de la première partie sur cette question le lien entre une culture scolaire et une culture de